Ce soir, nous nous retrouvons encore autour du thème qu'on a commencé le 21 avril dernier, comprendre et prévenir le diabète. Et donc, nous avons fait une première partie, donc c'était prévu en deux parties, nous avons fait une première. Et aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie. Mais je vais vous proposer de faire un récapitulatif parce que certains n'étaient pas avec nous, mais pour vous qui étiez là aussi, pour ceux qui étaient là, je crois que vous avez besoin qu'on rafraîchisse un peu la mémoire, étant donné, comme j'ai dit, que c'était assez abondant en informations. Et donc, nous rafraîchir la mémoire permettra certainement de nous remettre dans le bain et continuer avec une meilleure compréhension. Alors, donc, le partage qu'on a eu dernièrement était axé autour des points suivants. Il y avait tout au début, donc, un témoignage qui nous a servi de cas d'école. Un cas d'école, il s'agissait du témoignage de Georges. Alors, et puis après ce témoignage, qui nous a permis donc, dans le déroulé de la suite, qui nous a permis de faire les parallèles pour comprendre donc cette matière. Après ce témoignage, nous avons vu ce que c'est que le diabète. En fait, on s'est remémoré ou on s'est fixé sur une même compréhension de cette maladie de civilisation qu'est le diabète. Et puis, par la suite, nous avons fait le lien avec ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Puis, on a terminé avec un focus sur les glucides, donc les sucres, et l'insuline, comme on dit toujours, l'interaction entre ces deux éléments. Donc, ce sont ces deux éléments qu'on a vus en long et en large parce que on croit savoir des choses, mais peut-être que parfois, il faut remettre, à un certain moment, il faut remettre certaines choses à l'endroit. Alors, donc, je vais commencer ce récapitulatif. L'histoire était celle d'un homme appelé Georges. Imaginez un homme svelte qui, au fil du temps, prend des formes au point de présenter une morphologie grasse, trapue, avec une bedaine bien marquée. Sa situation de surcharge pondérale le préoccupe beaucoup au point où, par ses propres moyens, il tente d'éviter le pire. Georges ne consomme plus de sucre, pense-t-il. Mais en fait, il se trompe au sujet de la réalité sur les glucides. Il est médicalement suivi, prend ses nombreux cachets, mais rien ne s'arrange. Aucune fois, son médecin ne lui parle de la résistance à l'insuline et aucun lien avec le prédiabète, encore moins avec le diabète. On va dire qu'il est rassuré par les professionnels que cette éventualité est bien lointaine. Les médecins qu'il rencontre ne lui parlent pas de diabète, bien qu'ils attirent quand même son attention sur sa surcharge pondérale. Or, vous voyez bien sur cette photo, les changements s'accentuent et cela se passe dans un contexte social très perturbé. Lui pense maîtriser la situation. Pourtant, il se trouve très stressé. Il constate des troubles de mémoire à répétition. Georges développe presque simultanément le surpoids, une fatigue récurrente, de l'hypertension artérielle, de l'hypothyroïdie, de l'arthrose, enfin la totale, quoi. La totale. Et pour couronner le tout, après plusieurs années, il est déclaré diabétique suite à une hospitalisation consécutive à une grosse crise d'insulinémie. Bref, Georges est dans une phase critique jusqu'au moment où, par des occasions d'études, ils viennent à comprendre ce que c'est que la résistance
à l'insuline. Et donc, j'avais mis RI et je vous avais dit, faites vraiment attention à ce vocable, résistance à l'insuline. Et donc, Georges arrive à comprendre ce que c'est que la résistance à l'insuline et fait le lien avec ce faisceau de signes qui le rendait méconnaissable et qui certainement l'ont conduit au diabète de type 2. Georges, alors, s'est mis à remonter la pente. Il a pris à bras le corps la question de la résistance à l'insuline qu'il s'est mis à traiter avec une correction alimentaire et de l'activité physique régulière. Je dis bien correction alimentaire et activité physique régulière. Résultat, et donc cette résistance à l'insuline, donc je voudrais qu'on retienne que la résistance à l'insuline est le phénomène à l'origine du diabète de type 2, mais aussi les femmes le savent. La résistance à l'insuline est aussi le phénomène à l'origine des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. Les femmes connaissent mieux que nous. Et donc, Georges vient comprendre qu'il faut éradiquer la résistance à l'insuline. Et c'est le travail qu'il va faire et qui donnera ce résultat. Tout est dans l'hygiène de vie. Tout est dans l'hygiène de vie. Et ici, Georges, que vous voyez certainement à gauche de votre écran, en tout cas exprime bien la joie de prendre le pouvoir sur sa santé. Georges s'est guéri de son diabète de type 2. Enfin, pour les défaitistes ou pour ceux qui sont encore dans le doute, on va dire que Georges est en rémission. Mais cela dure depuis 5 ans qu'il est en rémission. Et toute la panoplie de ces troubles a disparu. Plus un seul traitement médicamenteux après que son médecin ait décidé de tous les arrêter. Voilà le petit miracle de Georges. Et donc, cette soirée avait continué avec la question de savoir qu'est-ce qui cause nos troubles, quelle est la cause profonde de nos troubles. Et donc, à travers ces images, nous avions décrit que nos gènes, notre génome, a été conçu pour un monde différent de celui que nous vivons aujourd'hui, pour une civilisation différente. Alors, aujourd'hui, nous arrivons à ignorer le bon sens et nous forçons sans cesse notre génome à s'adapter à une hygiène de vie perverse. Nous conduisons notre organisme à des tensions, source profonde de nombreux troubles, tant physiques que psychiatriques. Dans son évolution, à travers les modes de vie successifs, pire, la civilisation actuelle, on s'aperçoit que l'homme s'est éloigné de la logique originelle. Il en paye le prix, mais rechigne à faire volte-face. On a tout foiré. Je vous invite à en être conscient. Regardez le monde qu'on s'oblige à avoir aujourd'hui. Un environnement pollué, une alimentation catastrophique, du stress chronique, une société schizophrénique. Nous courons vers un véritable transhumanisme, qu'on en soit conscient ou pas. Nous jouons faux contre la nature à laquelle nous sommes pourtant hypersensibles. Près de 90% de la population souffre d'un dérèglement de glucose et la plupart l'ignorent. J'aime bien cette métaphore. Une société coca-colonisée. Et on revient à dire, on a tout foiré. On est tous malades de sucre. La glucose révolution prônée par Jessie Inchospé est plus que nécessaire aujourd'hui. Il nous faut nous réveiller. On est en train de courir vers la déperdition avec le sucre ou les sucres. Et vous voyez là, j'ai mis la photo d'un caddie, mais c'est quelque chose de réel. Une personne qui a fait ses courses, mais lorsque vous regardez ce qu'il y a dedans, tout est glucides, tout est sucre. Nous sommes nombreux à faire de telles courses où on achète, on cumule plein de produits sucrés. Parfois, peut-être que parfois on ignore que certains produits qu'on prend sont très glucidiques. Et donc, après avoir vu donc cette cause profonde de nos problèmes d'aujourd'hui,
nous avons défini le diabète, ou nous nous sommes entendus sur une définition du diabète. C'est quelle définition? Le diabète est une difficulté à faire entrer le glucose à l'intérieur des cellules. Alors, pourquoi le glucose? C'est parce que c'est l'un des principaux carburants à partir duquel nous produisons l'énergie qui nous permet de tout faire, bouger, penser, nous défendre contre les agents infectieux, nous réparer. Et vous qui êtes en train de me suivre, vous faites des efforts pour m'écouter et essayer de capter ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est l'énergie que vous avez en vous qui vous permet de réfléchir et de comprendre ce que je suis en train de dire ce soir. Donc, comme le glucose, comme on a une difficulté de faire entrer le glucose, le diabète étant la difficulté de faire entrer le glucose dans la cellule, eh bien, résultat des courses, le glucose qui coule dans le sang monte et reste anormalement haut. On parle alors d'hyperglycémie. Et normalement, on est entre 0,70 grammes par litre et 1,10 grammes par litre quand il s'agit d'une glycémie normale, mais elle est trop élevée lorsque à jeun, on est entre 1,26, on a dépassé 1,26. Et là, quand on l'a dosé 2 fois, qu'on a les mêmes résultats, on est diabétique. Mais déjà, si elle se situe entre 1,10 et 1,26, donc à cette fourchette-là, quand vous l'avez déjà là, sachez que vous êtes déjà dans une phase de pré-diabète. Vous êtes déjà pré-diabétique. Et là, c'est le moment où les praticiens qu'on consulte devraient attirer notre attention parce que là encore, c'est simplement réversible. Quand on n'a pas encore franchi ce seuil de 1,26, eh bien, attention, il ne reste qu'un problème de temps. Le diabète est déjà en train de vous ronger quand on est entre 1,10 et 1,26. Et ça peut durer 10 ans, 15 ans avant que le diabète ne se soit vraiment déclaré. Mais pendant ces 10 ans, ce diabète vous a rongé. Alors, il y a 2 raisons différentes qui donnent le diabète. D'abord, ça peut être une défection du pancréas. Quand le pancréas n'arrive plus à produire l'insuline, qui est l'hormone qui permet de faire entrer activement le glucose dans les cellules, là, ce cas de figure est nommé diabète de type 1. C'est une maladie auto-immune. Alors, il arrive que l'insuline qui est pourtant produite par le pancréas n'arrive plus à faire son travail parce que les récepteurs sur la cellule n'écoutent plus le message de l'insuline. Les capteurs sur la cellule n'entendent plus les signes de l'insuline qui vient pour ouvrir les ports qui feront entrer le glucose dans la cellule. Quand ces capteurs deviennent insensibles, nous sommes là dans la configuration du diabète de type 2. Nous sommes là dans la configuration du diabète de type 2, qui est une maladie dégénérative. Par ailleurs, il existe un diabète très particulier qui apparaît pendant la grossesse et qui peut parfois rester après l'accouchement. C'est le diabète gestationnel. Mais bon, on n'en parlera pas beaucoup ce soir à cause du temps. Et pour illustrer ce que je viens de dire, voici donc ce slide qui montre 3 cellules, 3 formes, 3 configurations. Nous avons donc à votre gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc nous avons à votre gauche une cellule dite normale. Les capteurs, donc les récepteurs qui sont en couleur rouge, donc les récepteurs sont sensibles, arrivent à comprendre le message de l'insuline. Ces récepteurs-là, lorsque l'insuline arrive, l'insuline s'accroche sur ces récepteurs et ouvre donc les portes, ouvre les transporteurs, et vous voyez le glucose, donc le sucre, le glucose qui est en bleu, entre dans la cellule, et dans cette cellule, les mitochondries vont utiliser ce glucose comme carburant pour produire l'adénosine triphosphate, l'ATP, donc l'énergie. Donc la production de l'énergie dans la cellule se fait par les mitochondries et les mitochondries utilisent comme carburant le glucose. Donc voilà quand tout
se passe bien. Alors, la deuxième cellule qui est représentée ici, nous avons les capteurs qui fonctionnent bien. Les capteurs fonctionnent bien. Et nous avons ici les transporteurs qui sont fermés, mais parce que simplement, autour de cette cellule, vous avez le sucre, mais il n'y a pas l'insuline pour venir faire entrer, pour venir activer donc le capteur pour qu'il ouvre les transporteurs de telle sorte que le glucose entre dans la cellule. Et donc là, c'est le pancréas qui n'arrive plus à faire son job. Nous n'avons pas d'insuline. Et c'est pour ça que le diabète de type 1, ça c'est le diabète de type 1, et c'est pour ça qu'on est obligé de se piquer toute la journée d'insuline. Et la troisième cellule représentée ici, vous avez bien l'insuline, vous avez bien le sucre, tout y est. Donc le pancréas produit correctement l'insuline, le pancréas produit correctement l'insuline, nous avons le sucre, les portes sont prêtes à s'ouvrir, mais il arrive qu'il y a, on va dire, un capteur qui fonctionne sur deux. Il n'y a pas plusieurs récepteurs qui fonctionnent. Et comme nous n'avons que quelques récepteurs qui fonctionnent, donc très peu de glucose entre dans la cellule. Et comme il y a très peu de glucose dans la cellule, eh ben, il y a très peu de production d'énergie. Et la personne est fatiguée. Et donc, c'est ça, c'est comme ça que se manifeste le diabète de type 2. Alors, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Si parmi nous, il y a des diabétiques de type 1, si parmi nous, il y a des médecins ou des étudiants, alors je voudrais attirer votre attention de devenir un diabétique de type 2 aussi. Pour quelle raison? Le diabétique de type 1, si on lui dit « tu peux manger comme tu veux, l'essentiel, c'est que tu prennes ton insuline », alors la personne risque d'aller prendre beaucoup de sucre, plus de sucre. Et plus il prend du sucre, plus on est obligé de mettre beaucoup d'insuline. Or, l'insuline, c'est une hormone de stockage et l'insuline va faire que ce sucre soit transformé en graisse et la personne donc vire, les capteurs vont commencer à être insensibles et la personne vire vers le diabète de type 2. Alors retenons, améliorer la sensibilité des récepteurs permet de solutionner la résistance à l'insuline. Et c'est ce que Georges avait compris, qu'il faut que je puisse améliorer la sensibilité des récepteurs, que Georges avait compris qu'il avait un problème de résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline va avec l'insensibilité des récepteurs. Et donc, le travail qu'il a fait, c'est de resensibiliser ces récepteurs-là pour permettre à son glucose d'entrer correctement dans la cellule afin qu'il produise correctement l'énergie. Alors, donc, resensibiliser les récepteurs permet de solutionner la résistance à l'insuline. Et puis, c'est une voie royale vers la rémission du diabète de type 2. Alors, 1,5 demi-milliard dans le monde souffrent de diabète, 2 millions de décès par année, près d'un adulte sur 10 pourrait être concerné d'ici 2045. La prévalence ne fait qu'augmenter, mais pire, les malades sont de plus en plus jeunes et l'ignorance joue beaucoup. Beaucoup de personnes vivent avec la maladie sans le savoir. Des estimations avancent que près d'1 million de diabétiques en France s'ignorent encore. Alors, le diabète, donc, c'est une affaire de sucre, mais pas seulement. C'est aussi une affaire d'insuline. Et donc, c'est pour ça que dernièrement, on avait fait un focus sur ce que c'est que les sucres. Je ne vous infantilise pas, vous connaissez ce que c'est que les sucres, mais quand même, est-ce que nous sommes sûrs de bien les connaître? Et l'insuline, c'est donc cette hormone qui est produite par le pancréas pour gérer le sucre. Et donc, le focus va commencer
par la compréhension du jeu que joue l'insuline. Dans ce slide, vous voyez bien que le matin, nous sommes nombreux peut-être à avoir cette sale habitude. Le matin, on prend un petit déjeuner où il y a plein de sucre, du pain ou un gâteau avec de la confiture. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la photo qui est juste, en tout cas, à gauche, en dessous de là où c'est écrit petit déjeuner. Donc, un petit déjeuner comme ça fait monter haut, donc vous provoque un pic de glycémie. Et c'est ça surtout qu'il faut éviter dans notre fonctionnement, dans notre façon de manger. Il faut éviter les pics de glycémie. Donc, ce petit déjeuner provoque un pic de glycémie. Mais comme il y a un pic de glycémie, alors le pancréas va produire beaucoup d'insuline pour gérer ce sucre. Et le fait que le pancréas a produit beaucoup d'insuline, eh bien, la glycémie va baisser rapidement. Et en baissant rapidement, on tombe sur ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et pendant toute la journée, avec la façon de manger d'aujourd'hui, ben, on va avoir des pics de glycémie et l'insuline va suivre toujours pour travailler. Et donc, ces pics de glycémie et cette insuline produite en excès pose des problèmes. Et l'enjeu, normalement, ce qu'on devrait faire aujourd'hui, vous et nous, ce qu'on devrait faire, c'est éviter ces pics de glycémie. Manger de telle sorte que lorsque la glycémie monte un peu, elle redescend. Et donc, lisser la courbe de glycémie et la réaction aussi de l'insuline. Et vraiment, notre organisme serait apaisé si on sait lisser cette courbe de glycémie. Manger moins de sucre et pour permettre moins de pics de glycémie et moins de sécrétion d'insuline, qui est une hormone. Je voudrais vous inviter à retenir ceci. Lisser la courbe de la glycémie, c'est aussi lisser la courbe de l'insuline. Le taux de glucose influe même sur l'état mental. Le taux de glucose, quand on prend trop de sucre, ben, on ne s'étonne pas que l'état mental est altéré. Les pics de glycémie sont facteurs des insomnies aussi pour les gens qui ont des problèmes de sommeil la nuit, des gens qui ont du mal à dormir. Allez voir aussi comment vous avez mangé. Si vous avez créé des pics de glycémie comme ça pendant la journée et surtout en début de soirée, ben, il n'est pas étonnant qu'on fasse des insomnies la nuit pendant qu'on veut dormir. Alors, voici le résultat de la malbouffe qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est le résultat des pics de glycémie, de glucides et le résultat de l'insuline qui suit. Parce que l'insuline va, à partir des glucides qu'on donne à notre organisme, l'insuline va gérer ce sucre. Et s'il ne peut pas tout mettre dans la cellule, ben, il crée des graisses et qui font que, voilà, le résultat de nos enfants. Regardez comment cette malbouffe nous entraîne. Et à cela, je voulais aussi dire, attention, n'oublions pas le sel. Et déjà, quand vous voyez ces plateaux-là, c'est plein de sucre, plein de graisse, et surtout des graisses trans, on va en venir, mais il y a beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup de sel, et c'est un cocktail mortel. Je choque un peu, mais en réalité, sucre et sel, c'est un cocktail diabétogène. C'est un cocktail qui obésogène. Alors, pour ceux qui sont chrétiens parmi nous, vous pouvez voir dans la Bible, on attire notre attention en disant de manger de manière frugale de telle sorte que vous puissiez préserver votre cœur. Luc 21, 34. Je l'ai interprété, mais vous pouvez lire. L'intempérance a tué plus d'hommes que la faim. L'homme ne meurt pas, il se tue. L'être humain creuse sa tombe avec ses dents. Paul Mbaïna. J'ai parfois envie de dire qu'il faut que je regarde bien si celui-là n'est pas de ma famille. Alors, depuis des millénaires, notre patrimoine génétique s'est adapté au manque, mais il n'a pas appris à gérer l'excès. D'où l'apparition de maladies comme le diabète ou l'obésité, qui à leur tour provoquent des maladies cardiovasculaires et des cancers.
Donc, une autre manière de dire ce que j'avais dit, nos gènes ne correspondent pas à la vie qu'on leur impose aujourd'hui. Notre génome n'a pas été programmé pour cette malbouffe, pour gérer l'excès. Notre génome avait été programmé pour gérer le manque, mais pas l'excès. Et ça, ce que je viens de lire, c'est Frédéric Salman qui le dit dans son livre Prenez votre santé en main. Alors, l'interaction du sucre et de l'insuline, on en avait parlé, je l'ai dit tout à l'heure, mais alors ce que je voudrais dire encore ici, c'est que l'insuline est une hormone naturellement produite par le pancréas. Elle permet au glucose, sucre, d'entrer dans les cellules du corps, ça, vous l'avez compris, mais celles-ci utiliseront le glucose comme source d'énergie ou le mettront en réserve dans le foie et les muscles pour une utilisation future. L'insuline capture aussi le glucose, le transforme en graisse qu'il stocke dans le tissu adipeux, donc autour de l'abdomen. Et donc là, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. La graisse viscérale. Il arrive des moments où parfois on est content d'exhiber le gros ventre. La graisse viscérale telle que vous avez vu la bédaine de Georges, cette graisse qui est à l'intérieur, parce que lorsque vous palpez votre ventre, vous avez la graisse sous-cutanée, elle glisse. Mais en dessous, il y a ce qu'on appelle la graisse viscérale. C'est une graisse qui est à peu près dure. Et cette graisse n'est pas inerte, croyez-moi. Cette graisse produit des hormones aussi qui, pour la plupart, ne nous sont pas favorables. Donc, cette graisse viscérale favorise le diabète car elle relargue des acides gras libres qui vont déséquilibrer les récepteurs à l'insuline. Donc, vous voyez, à partir de la graisse viscérale, les acides gras libres qui seront relargués vont aller déséquilibrer les récepteurs à l'insuline. Alors, pour tous ceux qui sont diabétiques, retenez ça ce soir, la résistance à l'insuline. Ce n'est pas une fatalité. Ça peut se remonter. Retenons que lorsque vous avez un tour de taille augmenté, vous multipliez par 2,4 en moyenne le risque de diabète. Donc, il suffisait seulement, quand vous voyez quelqu'un, Georges par exemple, à le voir tel qu'il était, mais il suffisait simplement qu'on lui dise que vous êtes en train de faire de la résistance à l'insuline. C'est pas si simple que ça, certes, je comprends, mais au moins, c'est des signes qui alertent déjà, c'est des signes qui alertent. Et donc, la fierté du fait qu'on a un gros ventre, aujourd'hui, vous devez savoir qu'en réalité, on exhibe la maladie. Nos troubles physiques et mentaux sont liés à la glycémie, donc à la réaction de l'insuline aussi. Alors, ici, je voudrais prendre une déclaration d'une dame qui travaille beaucoup sur les pics de glycémie. Elle dit, pour combattre ces effets négatifs des pics de glucose, le pancréas produit de l'insuline. Cette hormone répartit le glucose dans le foie, les muscles, puis stocke le surplus dans les réserves de graisse. Et c'est comme ça que l'on grossit. À long terme, une glycémie trop élevée contribue au développement de maladies chroniques comme le diabète de type 2, le syndrome des ovaires polykystiques, en tout cas les femmes connaissent bien, le cancer et les maladies cardiaques. Ces pics influent aussi sur notre santé mentale et engendrent davantage d'anxiété, de dépression et de troubles du sommeil. Donc, c'est Jessie Inchospé. C'est une Française qui réside aux États-Unis et qui travaille beaucoup sur cet aspect de la glycémie dans l'organisme. Nos troubles physiques et mentaux sont liés à la glycémie, donc à la réaction de l'insuline aussi. Alors, la résistance à l'insuline, je ne le dirai jamais assez, a des conséquences. La résistance à l'insuline est causée par l'inflammation aussi, ça je n'en ai pas encore parlé, l'inflammation et le déficit en magnésium. Et là, dernièrement, j'avais dit que c'est curieux.
beaucoup de diabétiques sont suivis par des praticiens, des médecins, en tout cas tous ceux qui s'occupent du diabète. Mais il est rare que dans la prise en charge du diabète, qu'on prenne en compte le magnésium. Alors qu'on sait que la production de l'énergie est magnésiodépendante. La production de l'énergie est magnésiodépendante, pardon. Donc, l'inflammation et le déficit en magnésium causent la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, nous l'avons dit, est le précurseur du diabète de type 2 et responsable de l'hyperinsulinémie. Et l'hyperinsulinémie, donc, provoque le surpoids, l'obésité, le diabète, les cancers. Si la capacité des récepteurs à l'insuline est perturbée par des insuffisances nutritionnelles, si on manque de chrome, si on manque de magnésium, si on manque de la vitamine E, ou et une consommation trop importante d'aliments à indice glycémique élevé, la signalisation intracellulaire est réduite et l'efficacité de la réponse cellulaire, la captation du glucose est compromise. Ça, il faut qu'on le sache. Donc, dans notre alimentation, l'alimentation d'aujourd'hui est devenue très déficitaire en nutriments. Et donc, il faut qu'on réfléchisse autour de ce que nous gagnons dans cette alimentation. Et certainement qu'il manque beaucoup de choses, mais c'est des choses pour lesquelles on devrait être supplémenté, surtout le magnésium. En France, 70% de la population est déficitaire en magnésium. Alors, l'identification des glucides, ce qu'on avait vu dernièrement, et là je disais, vous connaissez ce que c'est que les glucides, les sucres, mais quand même, voyons un peu, est-ce que réellement nous les connaissons? Alors, les aliments les plus riches en glucose sont les céréales, les pains, les pâtes, le riz, les légumineuses, le quinoa, les légumes, certains légumes, fruits, sucreries et boissons sucrées. Attention, je ne vous dis pas qu'il ne faut plus manger des aliments qui contiennent du glucose. On a besoin du glucose pour fonctionner, mais nous devrons faire attention. Nous devrons faire attention et c'est ce que nous allons apprendre ici. Déjà, savoir les repérer. Georges avait arrêté de mettre les morceaux de sucre dans son café, mais il avait oublié que d'autres produits qu'il consommait avaient aussi une teneur en glucose qu'il ne maîtrisait pas. Alors, les sucres, donc vous voyez ici les sucres blancs tels que nous les connaissons, les fruits sont aussi des sucres, sont aussi en fait ont aussi du glucose, et les produits laitiers, mais voilà, les amidons ici avec les pains, les pâtes, les riz et tout ça, donc qu'on avait vu dernièrement. Et puis, vous connaissez certainement ce qu'on utilise souvent, la notion de sucre simple et sucre complexe. On va toujours l'utiliser. Plus la longueur de la chaîne est importante, vous allez voir ici que les chaînes ne sont pas de même dimension. Donc, plus la longueur de la chaîne est importante, plus le sucre est lent. Mais attention, ce n'est pas le cas pour tous les aliments. Vous savez, il y a toujours des exceptions. Alors, cette notion de sucre lent, sucre rapide, on va l'utiliser pour la compréhension. Mais en réalité, les notions qu'on devait beaucoup plus utiliser, c'est index glycémique, charge glycémique, charge insulinique. Ça, il faut prendre du temps pour les expliquer. Donc aujourd'hui, on va quand même utiliser la notion de sucre lent, sucre lent et sucre rapide. Alors, donc, je vais dérouler quelques produits que nous utilisons souvent. Alors, vous vous rendez compte qu'une baguette de 200 grammes donne l'équivalent de 22 morceaux de sucre. Et la canette de coca donne l'équivalent de 7 morceaux de sucre. Alors, ce soir, essayez. Prenez 7 morceaux de sucre, mettez dans un verre et mettez de l'eau et buvez, vous allez voir ce que ça va vous faire. Mais pourtant, cette canette, on la prend et sans avoir un soupçon qu'on est en train pratiquement de s'intoxiquer, quoi. Et voilà.
Nous donnons à nos enfants ce genre de céréales qu'on prend dans les supermarchés, qui sont très sucrées. Et voilà, c'est rien qu'une tasse va vous donner l'équivalent de 11 morceaux de sucre en charge glycémique. Je parle de la charge glycémique. Hein. Ici, je ne vous ai pas bien expliqué ce que c'est, mais comprenez que ça donne l'équivalent de 11 morceaux de sucre, rien que cette tasse de céréales. Et puis, nous ajoutons le lait qui est aussi un sucre. Et parfois, d'autres vont amener du sucre raffiné en plus. Et le pain blanc qui est ici, rien que 3 tranches qui font 100 grammes font l'équivalent de 13 morceaux de sucre. La barquette dont on raffole souvent, cette barquette de 500 grammes qu'on trouve ici et là lorsque nous mangeons des frites, eh bien, figurez-vous, ça fait l'équivalent de 30 morceaux de sucre. Équivalent de 30 morceaux de sucre, voyez-vous. La pizza, 22 morceaux de sucre et un plat de pâtes, 15 morceaux de sucre. Et donc, ça, c'est des choses que Georges ne savait pas. Et donc, il pouvait manger sa pizza sans se dire que j'ai consommé beaucoup de glucose, quoi. 22 morceaux de sucre. Et ce qui faisait que, malgré qu'il faisait beaucoup d'efforts, mais le sucre, il faisait beaucoup de pics de glucose et voilà, ça provoquait tous les problèmes qu'il avait. Bon, index glycémique et charge glycémique, bon, on n'y reviendra pas. Et ici, normalement, l'indice glycémique et l'indice insulinique doivent être équivalents dans un produit. Cependant, pour les yaourts, même à 0%, ça peut-être que beaucoup ne le savaient pas, mais en tout cas, Georges ne le savait pas. Les yaourts, même à 0%, la réponse insulinique est très forte et bien supérieure à l'indice glycémique. Donc, ce n'est pas parce que, attention, quand on mange des produits à 0%, ne pensez pas que bon, c'est un produit indemne de sucre. Non. Et puis, j'attire votre attention sur les édulcorants. Les édulcorants abîment la flore intestinale. En fait, les édulcorants sont diabétogènes. Mais par quel mécanisme? En fait, les édulcorants vont déranger nos microbes dans l'intestin, donc notre flore intestinale. Hein, le microbiote intestinal, les édulcorants vont abîmer cette flore intestinale et puis, et à partir du fait que la flore intestinale ne fonctionne plus correctement, on produit du diabète. Donc, on s'est beaucoup trompé avec les light, avec les 0%, mais sachant que tous ces produits sont diabétogènes. Beaucoup d'études l'ont démontré. Alors, quelques produits ici, bon, vous en avez vu certains qui sont à indice glycémique haut, donc je vous invite à faire attention quand vous les mangez, ou vraiment, y en a comme le sucre en morceaux, le sucre raffiné, si vous ne le consommez plus, moi je ne pense pas que ça dérangerait. Et puis d'autres, faites vraiment attention à comprendre quelle dose il vous faut dans votre alimentation. Et ici, nous avons quelques aliments qui sont à indice glycémique faible, les fruits, les légumes, bon, les pains aux céréales, les céréales aussi, mais les vraies céréales, les céréales complètes, les lentilles. Donc, vous avez une liste ici et le chocolat noir. Alors, on a souvent tendance à aller acheter du chocolat au lait, parfois du chocolat blanc. On l'appelle chocolat alors qu'il n'y a rien. Il n'y a pas il n'y a rien de chocolat dans ces produits. Mais bon, on va l'appeler chocolat quand même. Mais ici, on vous recommande le chocolat noir au-delà de 80%.
on va dire, au-delà de 80%. Moi, pour mon cas, je prends jusqu'à 100%, mais c'est un produit qui est très, très bon pour la santé et qui contient aussi, pour nous autres qui sommes très stressés, ben, nous avons quand même beaucoup de magnésium dans le chocolat.